à Monsieur Bensoussan, que j'invite à ouvrir son micro. Georges Bensoussan est historien, spécialiste de la Shoah et également de l'histoire juive, l'histoire du sionisme. Monsieur Bensoussan, est-ce que vous êtes avec nous? Le statut des Juifs et les mesures de persécution dont Bruno Alliot nous a parlé, en ce qui concerne en particulier le champ médical, est-ce que c'est une rupture absolue en 1940 dans l'histoire de l'émancipation française? C'est ça le sujet, finalement, si on replace tout ça dans le temps long. Ce qui est indéniable, c'est que c'est une rupture. Est-ce que c'est une rupture absolue? Je ne crois pas. Parce que si on remonte les 230 années d'émancipation entre 1791 et aujourd'hui, et si en particulier on s'intéresse à l'émancipation elle-même en 1791, on verra d'abord que l'émancipation a été très difficile, très chaotique, elle a suscité beaucoup de résistance. D'abord, elle s'est étalée sur un demi-siècle, elle n'a pas du tout été totalement effective en 1791, et qu'ensuite, après cette émancipation, qui n'a été complète qu'en 1846, toute l'histoire de l'émancipation des Juifs en France a été marquée par une série de cycles. Et juin 1940, les statuts des Juifs de 40 et de 41 sont un épisode parmi d'autres de cette histoire très troublée. Alors, si on revient à l'émancipation, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début de la Révolution, quand les cahiers de doléances sont envoyés à Versailles, on constate que les cahiers de doléances d'Alsace et de Lorraine, où vivent la majorité des Juifs de France, 2/3 des Juifs de France vivent là-bas, contiennent des plaintes ininterrompues contre les Juifs qui sont accusés d'avoir un mode de vie à part, de parler une autre langue, d'un régime alimentaire séparé et surtout d'être des parasites. Pourquoi? Essentiellement à cause de l'usure, de la pratique de l'usure. L'Assemblée constituante qui va voter l'émancipation est globalement indifférente d'ailleurs à la question et finalement, elle votera l'émancipation très tardivement. Je veux dire par là que la question était de savoir si les non-catholiques pouvaient accéder aux emplois publics. Eh bien, l'affaire a été réglée pour les protestants tout de suite, dès la fin de l'année 89, mais pour les juifs, elle ne sera réglée que 2 jours avant seulement la dissolution de l'Assemblée constituante, donc en septembre 1791. Et ce qu'il faut savoir surtout, parce que ça explique beaucoup des soubresauts ultérieurs, c'est que l'émancipation a suscité une résistance très violente des populations d'Alsace et de Lorraine, là où vivent la majorité des Juifs, j'insiste là-dessus, c'est très important, mais aussi des députés d'Alsace et de Lorraine. Et le climat anti-juif a persisté dans cette province au moins jusqu'en 1870, c'est-à-dire jusqu'au moment où les 2 provinces, vous le savez, sont annexées par l'Allemagne. Bon. Et lorsque l'empereur Napoléon va légiférer pour mettre en place le consistoire, entre 1806 et 1808, lui-même n'est pas indemne de préjugés anti-juifs, et il est même peut-être au contact des Alsaciens d'ailleurs, qu'il a rencontré à plusieurs reprises, il est même lui-même très imprégné de cette mentalité anti-juive de l'époque. En 1806, devant le Conseil d'État, il parle des Juifs comme, je cite, de véritables nuées de corbeaux. Et cette législation sur le consistoire vise à encadrer le judaïsme français, à mieux le contrôler. Mais ce qui est plus important que le consistoire que tout le monde connaît, c'est ce qu'on connaît moins, c'est-à-dire que dans les décrets qui instituent le consistoire figurent ce que les Juifs ont appelé les décrets infâmes, qui ne concernent que les Juifs d'Alsace et de Lorraine, donc les Juifs de Paris, les Juifs de Bordeaux, les Juifs d'Avignon ne sont pas concernés, mais enfin, encore une fois, les Juifs d'Alsace et de Lorraine, c'est l'essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est que ces décrets infâmes? C'est le fait que les créances envers les Juifs sont purement et simplement annulées dès 1807. C'est le fait que les commerçants et les artisans juifs doivent demander une patente spéciale décernée par le préfet chaque année, c'est-à-dire qu'une patente, c'est normal pour exercer le métier de commerçant ou d'artisan, mais on n'a pas, en règle générale, à la renouveler chaque année. Elle est accordée une fois pour toutes. Pour les Juifs, non. Tout est remis en question chaque année et le préfet peut très bien décider de ne pas vous la renouveler. L'immigration juive en Alsace est interdite et 4e volet des décrets infâmes, c'est que les jeunes juifs alsaciens sont obligés de se soumettre à la conscription et ne peuvent pas bénéficier du remplacement. Vous savez qu'était le service de remplacement, c'est-à-dire que quand on sortait un mauvais numéro,
on pouvait éventuellement se payer, quand on en avait les moyens, un remplaçant qui faisait le service militaire à votre place. Alors c'est vrai de toute la France, c'est vrai de tous les citoyens, ça n'est pas vrai des Juifs d'Alsace et de Lorraine qui, eux, s'ils tirent un bon ou un mauvais numéro, peu importe, ils vont directement faire le service militaire. Eh bien, ces décrets infâmes, ce qui est important pour nous à noter, c'est qu'il a fallu attendre plus de 50 ans pour qu'il soit aboli sous la monarchie de Louis-Philippe en 1846. Pourquoi cette entrée en matière? Pour vous dire que l'émancipation n'est pas un long fleuve tranquille comme on l'a souvent présenté, ça a été très chaotique, très difficile et elle s'est étalée sur un demi-siècle. Bon. Mais ensuite, si vous voulez, entre, disons, le début du 19e siècle et les années 1880, les Juifs de France, qui sont très peu nombreux, ils sont 50 000 au moment de la Révolution, ils sont à peine 80-90 000 vers 1880. C'est une infime minorité pour un pays qui compte 36 millions d'habitants environ. Bon, c'est donc même pas 1%. Quoi. Bon. Là, ce qui est frappant, donc, c'est qu'après des années d'accalmie, même s'il y a eu de temps à autre des publications anti-juives, mais qui n'ont pas entraîné un mouvement d'opinion important, brutalement, la fièvre anti-juive redémarre et elle va durer une vingtaine d'années, entre 1880 et 1900. Elle se traduit par des publications anti-juives de plus en plus nombreuses, de la presse, La Croix. Le journal La Croix est créé en 1883 et il se flatte d'être, je cite, le journal le plus anti-juif de France. Le livre d'Édouard Drummond en 2 volumes, La France juive, paru en 1886, mais tout le monde sait, ou alors il faut quand même le préciser si on ne le sait pas, que c'est un énorme succès d'édition. C'est sans doute l'un des plus grands succès d'édition du 19e siècle en France. 80 000 exemplaires vendus avant la guerre de 14, je rappelle, 2 volumes, et les livres à l'époque coûtent très cher, les livres de poche n'existent pas. C'est dire que dans un pays qui ne lit pas beaucoup et où le pouvoir d'achat est encore très faible et très limité, 80 000 exemplaires vendus en l'espace de 30 ans, c'est un considérable succès. Bon. Alors cet anti-judaïsme, ce qui est frappant, c'est qu'il rassemble à la fois des courants de droite et de gauche. À droite, c'est tous les vaincus de l'Ancien Régime, les aristocrates, les catholiques traditionnels, mais aussi les vaincus de l'extension du capitalisme, c'est-à-dire les artisans et les petits commerçants. Et à gauche, c'est toute une partie du mouvement ouvrier qui confond les juifs et le capitalisme, l'argent et le signe juif, et qui ramène l'argent à la banque Rothschild, par exemple, alors que la banque Rothschild, qui est la banque juive, entre autres, ne représente qu'une infime partie de la banque française, certainement pas la majorité. Bon. Cet anti-judaïsme, il repose également sur des fantasmes. C'est ça qui est très intéressant, parce qu'on retrouve cette constante tout le temps. Par exemple, on sait que vers 1890, la France compte environ 80 000 juifs. Bon. Mais chez Drummond, dans son livre « La France juive en 1886 », on trouve le chiffre de 550 000 juifs. Et vous retrouvez aujourd'hui les mêmes fantasmes dans les milieux antisémites. Nous avons une communauté d'environ 470 000 personnes, et quand on demande à des élèves qui ont des préjugés anti-juifs combien les juifs sont-ils en France, vous obtenez parfois des chiffres de 5 à 10 millions. Bon, on est toujours dans le même fantasme des chiffres. Et en même temps, ce qui est frappant, c'est que lorsqu'en 1892, dans cette vague antisémite qui, je le rappelle, précède l'affaire Dreyfus, j'insiste parce qu'on pense toujours que la vague antisémite du 19e siècle français, c'est l'affaire Dreyfus. Non, l'affaire Dreyfus est rendue possible parce que 15 ans avant a commencé une vague antisémite dans la presse et dans l'opinion très importante. Eh bien, en 1892, donc 2 ans avant l'affaire Dreyfus, le capitaine Armand Maillère est tué en duel pour une affaire justement d'antisémitisme. Il est tué en duel par un antisémite qui l'avait insulté. Lors de ses obsèques, non seulement une foule immense défile derrière son cercueil, mais les honneurs militaires lui sont rendus et un détachement d'élèves de l'école polytechnique, c'est un ancien de l'école polytechnique, lui rend les honneurs. C'est intéressant parce qu'on aurait tendance à penser que l'antisémitisme n'est donc pas une vague de fond. Bon. En réalité, ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'on peut faire un parallèle avec ce qui va se passer 30 ans plus tard, en 1922, en Allemagne, quand le ministre juif allemand des Affaires étrangères, Walter Rathenau, est assassiné par un militant d'extrême droite. Eh bien, dans les rues de Berlin, lors des obsèques, on compte près d'1 million d'Allemands qui lui rendent les honneurs. On pourrait penser que l'antisémitisme est une passion éradiquée en Allemagne. Qu'on songe simplement ce qui va se passer 11 ans plus tard. Donc, ce type de mouvement d'opinion, il ne faut pas s'en laisser compter. Ça traduit parfois autre chose
qu'un simple philosémitisme ou qu'un simple abandon de l'antisémitisme. C'est beaucoup plus complexe que ça. Par exemple, dans le cas de Rathenau, ce pourquoi la foule défile derrière son cercueil, c'est un signe de deuil pour la République de Weimar qui vient d'être touchée en son cœur. Mais ce n'est pas forcément pour le juif Rathenau, bien sûr. Idem pour le capitaine Armand Mayer. La foule qui défile derrière le cercueil vient se recueillir devant un crime qui a atteint l'armée française tout entière, et on sait que l'armée française est absolument intouchable dans ces années d'après la défaite de 70. Donc, et même lors de l'affaire Dreyfus, on pourrait penser justement que quand la majorité des parlementaires sont hostiles à la révision, c'est par antisémitisme. Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber d'un excès dans l'autre. Il ne faut pas voir une disparition d'antisémitisme ici, parce que les obsèques d'Armand Mayer ont suscité une foule énorme. Il ne faut pas voir non plus une opinion française obsédée par l'antisémitisme au moment de l'affaire Dreyfus. C'est plus complexe que ça. Donc, je reviens sur mon exemple. Quand la majorité des députés français sont hostiles à la révision, ça n'est pas par antisémitisme, c'est par solidarité avec l'armée. Ils ont le sentiment que si on révise le jugement du Conseil de guerre de 1894, on porte atteinte à l'armée. Or, l'armée, c'est l'arche sainte de la nation. Je l'insiste là-dessus, depuis la défaite de 70, l'armée est intouchable. Bon. Alors, reste à comprendre comment comprendre cet antijudaïsme des années 1880-1890. Le mot-clé pour le comprendre, c'est le mot décadence. Il y a chez tous ces antisémites, qu'ils soient de droite ou de gauche, le sentiment d'une décadence. Chez Maurice Barrès, par exemple, qui est l'un des antisémites les plus en pointe, les intellectuels, les écrivains les plus en vue de l'époque, et l'un des antisémites les plus en pointe aussi, il y a chez lui une obsession de la décadence, c'est-à-dire la nostalgie d'une époque passée, la peur du changement, le regret d'une stabilité ancienne, enfin supposée en tous les cas. Et les causes de la décadence, c'est pêle-mêle une sorte de fouillis où on trouve la démocratie, le régime parlementaire, l'industrie et la lutte des classes, la ville, la mort de la famille patriarcale, la perte de la religion, l'individualisme, le travail des intellectuels, finalement tout ce qui dissout aux yeux des antisémites la société traditionnelle qui était à leurs yeux rassurante. Mais comment lier en germe tous ces facteurs qui sont des facteurs très hétérogènes ? Eh bien, le facteur explicatif, ça va être le juif. C'est le juif qui est à l'origine du monde moderne. Le juif est l'explication du monde moderne, et étant l'explication du monde moderne, il est le résumé du malheur du monde moderne, du malheur que nous a apporté le monde moderne. Et donc, c'est un double bénéfice que d'identifier le coupable. À la fois, on met le doigt sur le coupable, on le désigne, et forcément, ça diminue le seuil de l'anxiété, et en même temps, ça permet de rassembler tous ces ennemis qui vont s'aimer d'une certaine façon, de haïr ensemble, qui vont se coaliser en ayant trouvé le responsable à tous leurs maux, qui est le monde moderne. C'est ce qu'on retrouve à peu près dans toutes les poussées d'antisémitisme, aussi bien en France qu'ailleurs. Et alors, quand on continue l'étude de l'émancipation française, on constate qu'après 1900, globalement, l'antisémitisme recule. Les ligues antisémites perdent de leurs adhérents, la libre parole de Drummond, son journal, se vend de moins en moins bien. Il n'y a plus de députés élus en France sur un programme antisémite. Il y en avait eu en 1898, il n'y en a plus ensuite. Et même ensuite, avec la Grande Guerre et le fait que les Juifs se sont battus comme les autres, ils ont eu 7500 morts au combat, c'est-à-dire fait un peu plus que la moyenne nationale. Ils sont réintégrés dans les nations et les Juifs eux-mêmes ont le sentiment d'être complètement réintégrés dans la nation française, c'est-à-dire d'être des enfants de la France. Et le fait est qu'on constate une régression de l'antijudaïsme dans les années 1920, très nette. Par exemple, la Ligue des Patriotes de Maurice Barrès accueille des Français juifs. La Fédération nationale catholique, créée par le général de Castelnau en 1924, récuse tout antisémitisme. La libre parole de Drummond, son journal créé en 1892, cesse de paraître faute de lecteurs en 1924. Dans la vie politique, vous avez non seulement des députés juifs, mais des juifs qui arrivent à certains hauts niveaux de représentation, d'abord autour de Clémenceau. N'oubliez pas Georges Wormser et Georges Mandel, Mandel qui fera une carrière sous la Troisième République, Léon Blum, chef du Parti socialiste, qui sera le futur président du Conseil en 1936. Le ministre de l'Intérieur en 1925 s'appelle Abraham Schramek.
Et vous avez même des groupes qualifiés d'extrême droite qui récusent également tout antisémitisme. Par exemple, le faisceau de Georges Valois, qu'on considère souvent comme proche du fascisme italien, écarte de son programme tout antisémitisme et surtout les Croix de Feu, fondées en 1927 par le colonel Delarocque, écartent absolument tout antisémitisme. Et on verra d'ailleurs le colonel Delarocque lui-même participer à des prières collectives à la synagogue de la rue de la Victoire. Voilà. Donc on pourrait croire que l'antisémitisme est derrière nous dans ces années 1910, 1920, 25 à peu près. Et brutalement, on revient dans cette histoire cyclique, une remontée de la fièvre dans les années 30, qui est peut-être liée à l'Allemagne nazie, mais pas seulement. Pas seulement. On ne peut pas faire simplement du moyen. L'Allemagne nazie a beaucoup financé le mouvement antisémite, c'est vrai. Elle n'a pas créé le mouvement ex nihilo, loin de là. Elle l'a aidé, oui. Mais on assiste dans les années 30 à une floraison de littérature antisémite qu'on n'avait pas vue dans les années 20, dans les années 10. Il y en a énormément, peu importe ici les titres des livres, ce sont des romans, ce sont des essais, ce sont des pamphlets, évidemment. Tout le monde connaît bien sûr les pamphlets de Céline, mais ce qui est intéressant dans le pamphlet de Céline, Bagatelle pour un massacre en 1937, c'est l'énorme succès du livre. Ce n'est pas le livre lui-même, peu importe le livre lui-même, mais son énorme succès qui fait penser au succès de la France juive de Drummond une cinquantaine d'années plus tôt. Bon. Alors il y a évidemment des résistances à ce climat antisémite en France, dans les milieux catholiques en particulier, chez Mauriac, chez Paul Claudel, surtout chez Jacques Maritain. Il y a des prises d'opposition très courageuses. Maritain prononce des conférences superbes, dont l'une en février 1938 est extraordinaire. Il faut en lire le texte parce qu'il dit clairement que la haine des Juifs, la haine dont on poursuit les Juifs, n'a qu'un but finalement, il le dit en 1938, l'extermination. Il emploie le mot extermination. Donc il y a une prescience du malheur qui est en train de se préparer, même si personne ne peut évidemment en connaître les détails exacts. Bon. Et dans cette résistance chrétienne à l'antisémitisme, qu'elle soit catholique ou protestante d'ailleurs, vous avez la revue Esprit de Mounier, qui a participé également à cette résistance à l'antisémitisme. Quelques mois avant la guerre, en mars 1939, elle publie un numéro spécial intitulé « L'antisémitisme contre la France ». Bon. Reste quand même, malgré ces oppositions, malgré ces voix admirables, que l'ère du temps est tout de même, dans la fin des années 30, à l'antisémitisme. C'est indéniable. Tout à l'heure, Bruno Alliot l'a très bien montré pour le milieu médical. Et il insiste à raison sur le milieu médical parce que, comme dans l'histoire de la médecine allemande, on retrouve cette imprégnation antisémite très forte qui est liée à une concurrence sociale très forte dans ces milieux médicaux entre médecins juifs et médecins non juifs. Par exemple, je fais un petit aparté, dans les années 20, avant la prise de pouvoir par les nazis en 1933, la profession, ou du moins la corporation étudiante qui était la plus nazifiée était la corporation des étudiants en médecine. Et après 1933, le corps professionnel qui sera le plus nazifié, c'est-à-dire où il y aura le plus de membres, de praticiens, membres du parti nazi, ce sont les médecins, là encore. Et ça n'est pas un hasard. Et ça rejoint les explications de Bruno Alliot tout à l'heure sur la concurrence avec ces médecins roumains, par exemple, dont il donnait l'exemple. Donc, je termine sur ces années 30 en disant la puissance du climat d'antisémitisme, elle est réelle, c'est un air du temps. Certes, il n'y a pas de traduction politicienne et on aurait tort de prendre ça pour une manifestation secondaire. En réalité, la presse, le fait qu'un grand nombre d'intellectuels qui jusque-là s'étaient bien tenus, bien réservés à l'égard de tout antisémitisme, se laissent aller à la fin des années 30. On le voit par exemple chez Jouandeau ou chez quelques autres, qui montrent que ça participe d'un climat intellectuel. Et donc, dans ces conditions, ce qui va se passer avec Vichy n'est pas non plus un accident. Vichy, c'est grâce à la défaite allemande, parce que c'est ça finalement, qui a donné libre cours à cet antisémitisme violent qui couvait depuis le début des années 30 et qui est en fait un ressurgissement de l'antisémitisme de la fin du 19e siècle et de l'affaire Dreyfus. On sait que les débuts de Vichy vis-à-vis de la entre guillemets question juive, il faut toujours mettre des guillemets à question juive parce que ça n'existe pas en soi, la question juive n'est une question que pour les antisémites,
Eh bien, on sait que tout est venu de Vichy et rien n'est venu d'une demande allemande en 1940. L'Allemagne avait d'autres chats à fouetter en 1940, elle préparait l'invasion de l'Angleterre que de s'occuper de la question juive en France. Elle s'en occupera plus tard, mais pas cette année-là. Et donc, on sait, c'est pas la peine d'y revenir longuement, je crois que Bruno l'a fait tout à l'heure, le premier statut des Juifs du 3 octobre est de la seule inspiration de Vichy, avec d'ailleurs un maréchal Pétain qui est non seulement le principal signataire, mais qui s'est montré, c'est Paul Baudouin, le ministre des Affaires étrangères de Vichy, qui l'a dit dans ses mémoires, c'est le maréchal Pétain qui s'est montré le plus sévère, je cite Baudouin, il insiste en particulier pour que la justice et l'enseignement ne contiennent aucun juif, fin de citation. Vous savez les détails du statut des Juifs. Le 3 octobre, c'est le premier statut des Juifs. Le 4 octobre, c'est le statut des Juifs étrangers qui permet de les interner par simple décision préfectorale dans des camps spéciaux. Et ça, le statut des Juifs du 3 et 4 octobre 1940, c'est une politique de discrimination qu'on n'avait jamais encore vue depuis l'Ancien Régime en France. Jamais. Et donc, la conséquence, c'est l'exclusion, par exemple, de la fonction publique d'un grand nombre de Juifs, et en particulier de l'enseignement. La loi du 4 octobre 1940, elle est encore plus grave parce qu'elle permet d'interner dans des camps spéciaux. Il y a 26 camps en France, en zone nord, et 15 en zone sud. Donc, il y a 41 camps en tout. Eh bien, à la fin de 1940, on estime que 50 000 Juifs, sur environ 300 000 que compte le pays à cette époque-là, 50 000 sont déjà internés. Et vous savez la suite, la loi du 7 octobre 1940 récuse, abroge le décret Crémieux, 70 ans après l'avoir voté. Et il faudra attendre 3 ans pour que le décret Crémieux soit rétabli. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il faudra attendre 11 mois après le débarquement allié en Afrique du Nord pour que la France rétablisse le décret Crémieux. Le général Giraud, qui représente à ce moment-là la France libre, a freiné des 4 fers pour le rétablissement du décret Crémieux. Il faudra un renversement du rapport de force et le fait que le pouvoir revienne au général de Gaulle à la fin de l'année 1943 pour que le décret Crémieux soit enfin rétabli. Bon. Il y a d'autres initiatives françaises, vous les connaissez, le commissariat général aux questions juives créé par Xavier Vallat et le maréchal Pétain en mars 1941, le nouveau statut des Juifs dont Bruno Alliot a parlé de juin 1941, qui préconise le recensement des Juifs dans toute la France, qui aggrave les interdits professionnels, qui interdit la présence juive dans des professions financières, à la bourse, dans l'édition, dans la presse, qui institue un seuil de 3% pour les étudiants juifs, quelles que soient les années d'études, et puis qui réglemente la profession d'avocat, en juillet 1940, la profession de médecin, on l'a vu tout à l'heure également. Bref, tout cela, et sans compter la confiscation des biens juifs avec la loi du 22 juillet 1941, qui est une loi de spoliation, c'est-à-dire une loi de brigandage, une loi de vol, purement et simplement. Cette fameuse arianisation, ça s'appelle du vol de la propriété des Juifs. Tout cela, ce sont des initiatives françaises. Et il n'y a pas d'initiative allemande là-dedans. Il y a d'autres initiatives allemandes à ce moment-là, comme par exemple l'UGIF, l'Union générale d'Israélites de France, créée en novembre 1941, est une initiative allemande, c'est vrai, comme d'autres suivront également. Mais tout ce dont je viens de parler ici est une initiative française. Mais ce qui est plus important, c'est, pour terminer sur Vichy et sur la spécificité de l'autonomie de l'antisémitisme français, qui est encore une fois un rejaillissement de l'affaire Dreyfus, c'est le fait que sous l'occupation, alors qu'on manque de papier, eh bien, le plus gros succès d'édition des 4 années d'occupation en France, c'est un livre publié par les éditions de Noël, qui a d'abord été refusé par Gallimard, qui paraît en 1942. C'est le livre de Lucien Rebatté, un journaliste auparavant de l'Action française et qui passe ensuite dans le camp de la collaboration pure et simple avec les Allemands, camarade de Brasillac, bien sûr. Ce livre, Les Décombres, c'est le plus gros succès d'édition de l'occupation, puisque le tirage est à 65 000 exemplaires. Les exemplaires sont vendus pratiquement en une semaine. On ne peut plus tirer davantage parce qu'il n'y a pas de papier. C'est-à-dire que Les Décombres de Lucien Rebatté se vend sous le manteau au marché noir à un prix beaucoup plus élevé que le prix fixé en librairie, tout simplement parce qu'on n'a pas pu le réimprimer. C'est dire que ça répond à une demande d'une partie de l'opinion très importante. La demande de ce livre est très supérieure à l'offre. Et si aujourd'hui vous lisez Les Décombres, ça a été republié dans la collection Bouquins chez Lafon il y a quelques années, dans un livre qui s'appelle Le Dossier Rebatté,
vous êtes estomaqué, c'est le mot qu'on puisse dire, par la virulence, la violence, le côté ordurier, extrêmement violent du livre concernant les Juifs. Ça ne concerne pas que les Juifs, mais concernant les Juifs, ça va très loin. Je vous citerai simplement ces 2 lignes dans le livre où Rebatté écrit « La juiverie offre l'exemple unique dans l'histoire de l'humanité d'une race pour laquelle le châtiment collectif soit le seul juste. » Fin de citation. Je rappelle qu'il écrit ça fin 41, début 42. Bon. Alors, reste le dernier volet sur lequel je terminerai sur Vichy. Le dernier volet qui est le plus important, qui est le volet des déportations, des persécutions qui mènent à la mort. Quelle est la responsabilité spécifique de la France en la matière? La France a-t-elle voulu ces déportations? A-t-elle voulu se débarrasser des Juifs par l'exode forcé vers l'Allemagne ou les camps polonais, et donc vers une mort certaine? Non. Les déportations sont une volonté allemande. Mais, et c'est là que la spécificité de Vichy est la plus visible, mais la France a mis à la disposition des Allemands 2 outils sans lesquels l'Allemagne ne pouvait pas déporter 75 000 Juifs. Et où donc le bilan de l'occupation en France aurait été infiniment moindre que ce qu'il a été, c'est-à-dire environ 80 000 morts, un quart de la communauté juive de France, juifs français et juifs étrangers mêlés. Alors quels sont ces 2 outils? C'est d'une part l'administration et ses organes répressifs, c'est le plus important, et d'autre part les moyens de transport. Je vais prendre l'exemple de l'administration. Lors de la première rafle qui a lieu en France à Paris le 14 mai 1941, qu'on appelle la rafle du billet vert et qui permet l'arrestation de 6 500 juifs, en majorité juifs polonais. Il n'y a pas de juifs français parmi eux. Cette rafle, ces arrestations se sont faites avec l'aide de la police française, même si c'est une opération voulue par l'Allemagne. Elle s'est faite avec l'aide de la police française et la 2e opération qui a lieu le 20 août 1941 et qui va inaugurer, entre guillemets, le camp de Drancy, se fait également par les autorités françaises. Et Drancy lui-même est un camp administré par les autorités françaises. Premier point. 2e point, quand le 27 mars 1942, le premier convoi de déportation voulu par les Allemands quitte la gare de Compiègne et la gare du Bourget, 2 gares, vers l'est, ce sont des moyens de transport français qui sont mis à la disposition de l'occupant qui permettent d'assurer la logistique, à la fois des autobus, puis les wagons de la SNCF. Ensuite, lorsque, en 1942, la persécution devient massive, puisqu'on est entré dans la phase active de la solution finale, qui a été décidée fin 1941 et qui a été désignée administrativement à la conférence de Wannsee en janvier 1942 par les Allemands. Bon. À ce moment-là, le trio de la solution allemande, de la solution finale en France, c'est-à-dire Auberg, Knochen et Hagen, signe avec la police française de Vichy, c'est-à-dire René Bousquet, responsable général de la police pour l'ensemble du territoire, et René Leguet, qui est son délégué en zone occupée, et donc forcément sous l'autorité du maréchal Pétain, il signe des accords sans lesquels ni la rafle du Veldiv, ni les rafles de la zone sud, un mois plus tard, en août 1942, n'auraient été possibles. Pourquoi? Parce que la France dispose d'un appareil répressif policier extrêmement nombreux. Plus de 200 000 forces de l'ordre, c'est-à-dire police municipale, police nationale, gendarmerie et garde mobile. Rien que pour la ville de Paris, on dispose côté français de 30 000 policiers. Or, les Allemands n'ont pas ces moyens-là. Les Allemands sont engagés sur le front de l'Est, nous sommes en 1942. Ils ont très peu de troupes d'occupation en France, tout simplement parce que tous leurs moyens sont mobilisés dans la gigantesque bataille qui se déroule à l'Est. Et sans cet outil de répression fourni par la France, ils n'auraient pas pu mener à bien les 2 rafles que je viens de nommer. Mais ça n'est pas tout, car je parle de l'appareil répressif, mais si la rafle du Veldiv, en région parisienne, à Paris et en banlieue, est menée à bien, c'est parce que tout l'outil français de l'administration, à savoir le fichier juif mis en place par l'administration française et en particulier par ce haut fonctionnaire qui s'appelle André Tullard, permet de recenser les juifs
et donc forcément de procéder aux arrestations facilement. Qu'est-ce que c'est que ce fichier juif? Il est réalisé par la préfecture de police de Paris, donc par André Tullard, son supérieur, et il répertorie 150 000 juifs du département de la Seine. Et ce fichier, en réalité, comprend 4 fichiers distincts. Un fichier par profession, un fichier par ordre alphabétique, un fichier par nationalité et un fichier par domicile. Autrement dit, lorsque les Allemands sont décidés à passer à la déportation en masse, rien de plus facile que d'utiliser le fichier de Tullard. Et c'est ce qu'ils vont faire, évidemment. Et donc, lorsque la rafle du Veldiv a lieu le 16 et 17 juillet 1942, elle n'est rendue possible non seulement parce qu'il y a la police française qui va la pratiquer, la mettre en œuvre sans un seul képi allemand à l'horizon, non seulement parce qu'il y a les 4 fichiers d'André Tullard, mais aussi parce qu'un accord a été signé entre Bousquet, chef des polices de toute la France, et les dirigeants allemands, les responsables allemands de la solution finale en France, le fameux trio que j'ai cité tout à l'heure. Cet accord est signé le 2 juillet 1942 et que stipule-t-il? Il stipule simplement que si la France met au service de l'allemand tout son appareil répressif et administratif pour arrêter et déporter des juifs étrangers, sans s'interroger sur leur destination à l'Est, y compris des enfants et des vieillards dont on peut savoir, dont on peut comprendre légitimement qu'ils ne vont pas aller dans des camps de travail. En même temps, elle reçoit une plus grande autonomie en ce qui concerne sa marge de manœuvre en zone nord, mais surtout en zone nord, mais aussi en zone sud. Bon. Ce concours apporté à l'occupant va lui permettre de réussir partiellement cette rafle du Veldiv. Vous en connaissez le bilan. Alors reste la question des enfants. Pourquoi le président du Conseil, Laval, insiste-t-il pour que les Allemands prennent des enfants de moins de 16 ans alors qu'ils ne le voulaient pas au départ? Il n'y a pas chez lui une motivation antisémite. Ce n'est pas du tout ce qui l'intéresse. Laval n'est pas antisémite, se moquait éperdument des Juifs. Laval est un pragmatique et un cynique absolu. Laval fait carrière. Et il fait carrière essentiellement en axant son action sur la revanche des politiciens de la Troisième République qui l'ont mis à l'écart. C'est une revanche pour lui. Pourquoi insister sur les enfants? Parce que, et c'est là sa motivation principale, il veut camoufler la complicité criminelle de Vichy en préservant l'unité des familles. En déportant les familles, parents et enfants ensemble, on ne pourra pas accuser Vichy d'inhumanité. Et donc ce masque d'humanité trompeur, il le met en avant pour exonérer Vichy de toute culpabilité. C'est un calcul totalement cynique, mais qui aura les effets et les conséquences que l'on sait. Alors, la suite, vous la connaissez, la rafle du Veldiv, ce n'est pas le lieu d'en parler ici, tout le monde connaît, mais la deuxième rafle plus importante, encore que le Veldiv, parce qu'elle est unique en Europe, c'est la rafle des 26 et 27 août 1942 en zone sud. Donc, là où, par définition, il n'y a pas un seul Allemand. C'est donc uniquement les forces de répression françaises qui l'amènent à bien. Il est prévu d'arrêter 10 000 juifs. Dans un premier temps, on n'arrête que 6 500, ça ne suffit pas. Et donc, du coup, on va écumer un peu partout pour essayer d'arriver à l'effectif des 10 000 voulus par la Gestapo. Et c'est effectivement les 10 000 en question qu'on va livrer à la Gestapo. Alors, pourquoi un cas unique en Europe? Parce que c'est en France et en France seulement qu'on a arrêté des Juifs dans une zone libre de toute présence allemande et qu'on les a remis aux autorités allemandes. Aucun autre pays occupé en Europe, aucune autre puissance en Europe, sous contrôle allemand, n'a commis cette forfaiture-là. Donc, cette collaboration, elle a bel et bien été le fait de Vichy, elle a été voulue par Vichy, et sans cette collaboration, du fait de l'insuffisance numérique des forces allemandes, des forces de police allemandes en France, mais même des forces militaires allemandes en France en 1942, je ne vous aurais pas dit la même chose en 1940, mais en 1942, c'est le cas à cause de la guerre à l'Est, eh bien, les Allemands n'auraient pas pu mener à bien ces opérations. La suite, on la connaît, Bruno Alliot en a parlé en ce qui concerne la médecine. À la Libération, lorsque les procès de l'épuration ont commencé, une fois terminée l'épuration sauvage, eh bien, globalement, les crimes antisémites n'ont pas été jugés à la Libération. Aucun, quasiment aucun.
Rallumez votre micro, Monsieur Bensoussan, et c'est éteint. Oui. C'est mieux là, vous entendez? Très bien. C'est bon. Je disais donc que René Bousquet a continué sa carrière, évidemment, exclu de la fonction publique, il a continué sa carrière dans le privé. Jean Leguet a continué sa carrière. De la même façon, Vallat et Rebatté ont été emprisonnés quelques années juste après la guerre, mais certainement pas pour leur antisémitisme, mais pour collaboration avec l'ennemi. Et quant à Maurice Papon, par exemple, qui est un parmi beaucoup d'autres responsables indirects de la solution finale en France, il a fallu attendre 55 ans pour le voir jugé par la cour d'assises de Bordeaux. Bon. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il a fallu un certain temps pour que la vague antisémite retombe. Penser que la France de 1945 a récusé tout antisémitisme, c'est une naïveté, c'est faux. Il a fallu attendre des années et des années. Mais globalement, entre, disons, les années 1960 et les années 2000, l'antisémitisme traditionnel français a énormément reculé. Il a énormément régressé. Ce serait malhonnête que de penser qu'en 2000, avant la vague de violence que l'on sait, dont je dirai un mot dans un instant, on en était au même niveau d'antisémitisme traditionnel qu'en 1950. Je prends un exemple. Lorsque Pierre Mendès France est nommé président du Conseil en 1954, ça déclenche des réactions d'antisémitisme chez un certain nombre, dans une partie de l'opinion française, et même chez un certain nombre de députés, et même au Parti communiste d'ailleurs. Bon. Lorsque, quasiment 40 ans plus tard, 50 ans plus tard même, Dominique Strauss-Kahn est sur le chemin de l'Élysée, qu'il a des chances sérieuses de figurer au deuxième tour de la bataille présidentielle, tombe sur l'affaire que vous connaissez. Il n'y a pas eu de vague antisémite en France à ce moment-là, et il n'y a aucun déchaînement de la presse, ni même sur les réseaux sociaux, de nature antisémite. Et à la question récurrente qui a été posée dans les sondages d'opinion d'année en année, depuis les années 50 jusqu'aux années 2000, accepteriez-vous de voir un président de la République française juif? On a vu les réponses négatives régresser, se réduire d'année en année comme peau de chagrin. Ça, c'est indéniable. Bon. Et Annie Kriegel, en 1990, à une époque où, je le rappelle, certains mouvements juifs avaient lancé les 24 heures pour Israël, d'autres avaient lancé le renouveau juif, la communauté juive se portait bien dans les années 90, malgré des attentats antisémites. On a eu Copernic, on a eu l'attentat de la rue des Rosiers en 82, mais qui était très largement lié à des mains étrangères. La rue des Rosiers, on le sait que c'est très lié, directement lié au conflit du Proche-Orient. Annie Kriegel déclarait en avril 1990 des mots avec lesquels on ne peut qu'être d'accord. Elle disait « Jamais dans l'histoire de France, les Juifs n'ont vécu aussi heureux qu'aujourd'hui ». 10 ans plus tard, en 2000, et dans les années qui suivent jusqu'à nos jours, on ne peut plus dire la même chose. Et donc aujourd'hui, pour continuer dans cette histoire cyclique, on a l'impression d'être retombé dans un cycle négatif, sauf que cette fois, l'antisémitisme n'est plus tout à fait porté par les mêmes voix, même si l'antisémitisme, entre guillemets, nouveau, c'est-à-dire porté par de nouvelles voix, de nouvelles populations, a débridé, à déculpabiliser, à désinhiber l'antisémitisme français traditionnel, qui lui a donc permis de s'exprimer davantage au grand jour. Vous voyez le succès d'Alain Soral sur les réseaux sociaux, par exemple. Bon. Je rappelle rapidement ce qui s'est passé depuis l'an 2000, parce que c'est, je pense, assez connu, mais je vais dans les grandes lignes. Pour dire globalement qu'on a affaire, alors que la communauté juive de France n'a cessé de grandir depuis le 19e siècle. On est passé de 50 000 juifs à l'époque de la Révolution à 80 000, 90 000 à l'époque de l'affaire Dreyfus, et pratiquement à 120 000, 110 000, 120 000 à la veille de la guerre de 14. On est à 250 000 à 300 000 juifs à la veille de la guerre de 1939. Il y a 20 ans, nous en étions peut-être aux environs de 550 000 juifs. Et là, pour la première fois depuis 2 siècles, l'effectif de la communauté juive diminue. On pense qu'aujourd'hui, l'effectif se situerait plutôt aux environs de 470 000 personnes. On a donc perdu 80 000 personnes environ, bon, en 20 ans. Deuxième point, on sait que cette communauté juive française
a connu un exode intérieur spectaculaire. Un département comme la Seine-Saint-Denis a perdu en 10 ans 80% de sa population juive. Et inversement, on a un regroupement de la population juive dans certaines zones d'Île-de-France, par exemple une partie de la banlieue Est, une partie de la banlieue Ouest, et dans certains quartiers de Paris comme le 17e arrondissement. Le 17e arrondissement, il y a 30 ans, n'était pas spécialement connu pour être un quartier juif. Aujourd'hui, on estime que 40 000 juifs habitent le 17e arrondissement de Paris. 40 000 juifs, c'est presque un dixième de la communauté totale. C'est plus que toute la communauté de Belgique, par exemple. Et on sait, quand on se promène dans le 17e, combien ont fleuri les restaurants cachers, les épiceries cachères, les synagogues, etc., ou les librairies juives. Bon. Troisième point frappant, c'est l'exode de l'enseignement public, surtout dans le secondaire, les collèges, et même dans les lycées, des élèves juifs. Et parallèlement, et en particulier dans certaines zones comme la Seine-Saint-Denis, et parallèlement une hausse spectaculaire de l'enseignement juif. Je voudrais simplement vous donner 2 chiffres. En 1978, l'enseignement juif accueillait 8000 élèves. À cette rentrée de septembre 2020, l'enseignement juif accueillait 32 700 élèves, c'est-à-dire 4 fois plus. Et rien que par rapport à 2017, c'est-à-dire il y a 3 ans seulement, l'enseignement juif a accru ses effectifs de 36%. Quatrième point, c'est l'exode extérieur. On sait à peu près de sources sûres par l'agence juive qu'entre 55 000 et 60 000 juifs sont partis vers l'État d'Israël en 20 ans. Peu importe le nombre de retours. Ce qui compte pour nous, c'est qu'ils ont fait la démarche de l'Aliyah, c'est qu'à un moment donné, pour X raisons, qui ne sont pas seulement liées à la persécution, bien sûr, ou à la peur, ils ont franchi le pas, qui consiste à rejoindre une autre communauté nationale. Bon. Sans compter les autres destinations, car par définition, il n'y a pas de statistiques ethniques en France, et donc on ne sait pas combien de Juifs sont partis vers les États-Unis, vers l'Australie ou vers le Canada. Probablement beaucoup, en particulier vers le Canada français, mais on n'a pas de chiffre précis. Mais il n'y a pas que cela. Il y a également la violence meurtrière inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle simplement ce chiffre qui est unique à l'Europe. Alors que la vague antisémite traverse d'autres pays comme la Belgique ou l'Allemagne ou l'Angleterre ou la Suède, on n'a pas encore un bilan meurtrier aussi lourd et heureusement pour eux. 12 Juifs ont été assassinés en France depuis 2003. Assassinés en tant que Juifs. Pas dans des affaires de droit commun, bien sûr. Et si on compte l'affaire du musée juif de Bruxelles, où le tueur est un Français né à Roubaix et élevé à Roubaix, et qui ne s'est rendu à Bruxelles que parce que le musée juif de Paris était bien gardé, eh bien, ça fait 16 Juifs tués en tant que Juifs. Deuxièmement, ce climat de violence, c'est un climat de violence verbale et physique. Tout le monde sait, mais je le rappelle aussi, que dans les années 80 et 90, le nombre d'agressions antisémites répertoriées aussi bien par le SPCJ, mis en place, service de protection de la communauté juive, mis en place par la communauté juive après Copernic en 1980, que par les autorités de police, le nombre d'agressions antisémites, verbales et physiques, se montait à environ une centaine chaque année. Aujourd'hui, depuis l'an 2000, il oscille entre 300, chiffre le plus bas, et 980, chiffre le plus haut. Jamais il ne retombait au-dessous de 300. Mais ce qui est plus important, c'est que pratiquement chaque année, les agressions antisémites représentent 50% des agressions racistes en France. Or, elles ne concernent par définition, puisqu'il s'agit d'agressions antisémites, que les Juifs, lesquels Juifs représentent moins de 1% de la population française. Résumons-nous, 50% des agressions racistes frappent 0,7% de la population du pays tout entier. Et alors, face à cela, eh bien, on a une justice à la traîne qui est globalement indifférente, comme le gros de la société française. Pourquoi je dis comme le gros de la société française? Parce qu'il y a 3 ans, un sondage avait été réalisé concernant le départ des Juifs. On avait demandé aux Français lambda ce qu'ils en pensaient. Eh bien, massivement, c'est-à-dire de l'ordre de 2/3, les réponses étaient l'indifférence. Un petit tiers était ému, négativement ému du départ des Juifs,
une petite partie ne répondait pas et pratiquement 65% répondaient que ça ne leur faisait ni chaud ni froid. Bon. Alors pourquoi est-ce que je parle de l'indifférence de la justice? Je voudrais donner 2 exemples. Parce que le rabbin Serfati, Michel Serfati, qui est à l'origine de l'association d'amitié judéo-musulmane de France, a été agressé par un Français d'origine maghrébine en 2004. La cour qui auditionnait ce jour-là et la victime et le coupable n'a pas retenu le motif antisémite, le mobile antisémite. Et l'avocat général a carrément dit au rabbin Serfati, pour tout vous dire, monsieur le rabbin, je crois que monsieur X, j'ai oublié le nom de l'agresseur, a simplement eu peur de vous. Vous lui avez fait peur. Sarah Halimi, on connaît également le verdict, son agresseur, son assassin, qui a tué sous l'emprise de la drogue, c'est vrai, mais qui a tué spécifiquement une juive alors qu'il aurait pu s'en prendre au voisin malien dont il avait traversé l'appartement. Il allait spécifiquement tuer une juive qui était l'enfant de Shaitan, le diable, c'est comme ça qu'il l'a qualifié. Lui, ayant agi sous l'emprise du cannabis, est jugé irresponsable de ses actes. On mettra de côté le fait que c'est intentionnellement qu'il s'est rendu chez elle et qu'il a été très largement imprégné par ses enseignements suivis à la mosquée assidûment durant des jours, et en particulier dans la journée qui a précédé l'assassinat. Bon. Et face à cela, l'appareil gouvernemental, il est décidé, il est indemne de toute connotation antisémite, c'est évident, il est sincère, mais il est totalement dépassé. Il est impuissant, pourquoi? Parce qu'il cherche à ne pas heurter les populations concernées, donc il dénoncera l'antisémitisme avec force, avec émotion, avec beaucoup de trémolo dans la voix, la France sans les Juifs ne sera pas la France, etc. Mais il ne désignera jamais clairement les antisémites. Et tant qu'on ne désignera pas clairement les antisémites, on n'avancera pas d'un pouce. Deuxièmement, il peut multiplier les lois et la répression. Vous ne pouvez rien par la loi et par la répression contre les mentalités. C'est un mouvement de fond. Et troisièmement, par électoralisme, on cherche à ne pas braquer certaines populations d'où viennent l'essentiel des agressions. Donc, de là, l'impuissance du discours, on va multiplier les déclarations d'amitié à l'égard des Juifs, multiplier les protestations, les manifestations, les journées de recueillement. On va se recueillir au mémorial de la Shoah, on ira spécifiquement au mémorial, comme si ça avait un rapport quelconque avec l'antisémitisme d'aujourd'hui, au sens où on va d'une certaine façon commémorer les morts pour oublier qu'on ne fait rien, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose pour les Juifs d'aujourd'hui, en particulier que du côté de la justice. La justice n'a pas véritablement fait tout à fait son travail vis-à-vis des coupables d'aujourd'hui. Bref, on va commémorer, on va beaucoup pleurer, on va beaucoup revenir sur le passé, on va rappeler les heures noires, les heures sombres de notre histoire, mais en ne désignant jamais les responsables actuels qui n'ont pas grand-chose à voir avec les responsables des heures sombres de notre histoire d'il y a 70 ans ou 80 ans. Bon. Alors, pour conclure, je dirais que quand on regarde cette histoire cyclique, qui n'est absolument pas un fleuve apaisé depuis l'émancipation jusqu'à nos jours, mais au contraire, des phases de 30 à 40 ans d'apaisement, puis des phases de violence, on constate que l'avenir aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, est très incertain. Et ce qui est frappant dans les sondages récents de la communauté juive, c'est que plus de la moitié des Juifs ont été effleurés par l'idée d'un départ. Ça ne voulait pas dire un départ vers Israël, mais d'un départ tout court du pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la vague anti-juive d'aujourd'hui, qui ne peut pas nous faire parler d'un nouvel antisémitisme. L'antisémitisme emprunte toujours les mêmes canaux, les mêmes structures mentales, les mêmes structures, les mêmes schémas intellectuels. Mais qu'en revanche, il est porté par d'autres voies que l'antisémitisme français traditionnel, même s'il a réveillé l'antisémitisme français traditionnel. Encore une fois, on assiste à une conjonction de plusieurs antijudaïsmes. Et l'antijudaïsme de gauche, par la vieille tradition révolutionnaire qui voit dans le juif l'accapareur et l'argent, le vieil antijudaïsme de droite, souvent nationaliste, souvent d'obédience catholique, par exemple, il joue encore son rôle, il joue largement son rôle, mais il est très discret celui-là. Et puis cet antijudaïsme qui vient de nouvelles populations, dont on n'a pas le droit de dire le nom, donc je ne dirai pas le nom, bien sûr. Ces trois antijudaïsmes-là coalisent, se rencontrent, et cet antijudaïsme venu de nouvelles populations a levé l'inhibition, cette inhibition qui a été imposée par Auschwitz, parce que ces nouvelles populations ne se sentent pas coupables
de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Et la conjonction de ces trois antijudaïsmes-là, ces trois antisémitismes-là, qui sont évidemment maquillés aujourd'hui par cet artifice que même un enfant de 10 ans pourrait démasquer, à savoir l'antisionisme, ces trois antijudaïsmes-là concourent pour faire en sorte que, à nouveau, l'avenir des Juifs est de plus en plus incertain en France, avec ce chiffre, je le rappelle, qui est totalement inédit dans l'histoire française depuis 2 siècles. L'effectif de la communauté juive de France a régressé depuis ces dernières années. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Georges Bensoussan. On restait connectés puisqu'on est au moment le plus important, on est en direct et vous pouvez maintenant poser vos questions par chat à M. Bensoussan, à M. Aliwa et à M. Fermont. Je commencerai par une question à M. Bensoussan. Vous avez dit qu'en 1942, il y a à peu près 300 000 forces de l'ordre françaises. Est-ce qu'on a un chiffre au niveau des forces de l'ordre allemandes? Alors, attendez, je vais prendre peut-être plusieurs questions et je vais y répondre, d'accord? Très bien, ok. Alors, je vais maintenant permettre d'ouvrir le micro. Vous pouvez poser les questions ou par chat ou par micro. Allez-y. Monsieur Bensoussan. Arrête parce que sinon je ne peux pas parler. Monsieur Bensoussan, je voudrais savoir, il y a une controverse au sujet du rôle du gouvernement de Vichy pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des gens qui prétendent que le maréchal Pétain a sauvé les Juifs étrangers. J'aimerais que vous répondiez à ce point. Merci, Brigitte. Vous voulez dire les Juifs français, hein, bien sûr. Non, on prétend que Pétain a eu... Monsieur Zemmour, par exemple, prétend que Pétain a sauvé des Juifs étrangers. Autrement dit, il a fait tout ce qu'il pouvait pour aider les Juifs. Non, français, vous voulez dire. Français. Oui, oui, pardon. D'accord, oui, j'ai compris la question. Allons-y, une troisième question. Excusez-moi. Quel espoir aujourd'hui pour une amélioration de l'antisémitisme en France? Question du docteur Rina Fermont. Pourriez-vous parler du camp de Bedeau, s'il vous plaît? Très bien. Autre question, chers amis? S'il vous plaît, vous avez parlé des Juifs alsaciens. Qu'en est-il des Juifs de Bordeaux? Merci. À quelle époque? Après la Révolution et puis après. Et notamment des notaires de Bordeaux. Les notaires de Bordeaux ont accaparé toute la chasse des Juifs de Bordeaux. Salut. Encore une dernière question, peut-être? Oui. Oui. Que pensez-vous de la lutte contre l'antisémitisme? Est-ce que ça n'est pas une guerre contre des moulins à vent? Martine, je vois que vous avez une question. Ouvrez votre micro. On ne vous entend pas. Le respect de la laïcité et la lecture de la laïcité à la française est-elle une solution et un outil pour permettre de lutter contre l'antisémitisme? Merci. Moi, j'ai une question. Allez-y. Oui, bonjour, docteur Sebag. Une question plutôt pour le docteur Aliwa. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein des ordres et des syndicats médicaux en France, le même antisémitisme persiste ou pas? Merci. Dernière question. Je vais poser une question. La justice française face à l'antisémitisme. Daniel. Merci. Je vois Françoise qui voulait dire un mot. Alors, on y va. Monsieur Bensoussan, Monsieur Aliwa, Monsieur Fermont, vous pouvez commencer à répondre. Je peux répondre? Oui. Alors, d'abord, je réponds à votre première question. Les forces de l'ordre allemandes en France en 40-41, je ne parle pas de l'armée, des forces de l'ordre, ça ne dépasse pas 8000 hommes, pas plus. Donc, vous voyez que par rapport aux 200 000 forces de l'ordre françaises, ça ne pèse pas lourd. Et c'est pourquoi elles avaient tant besoin de l'appareil répressif français. Bon. Ensuite,
Je ne réponds pas forcément dans l'ordre, hein, mais je garde les questions les plus importantes qui demandent le plus de développement pour la fin. On m'a demandé les Juifs de Bordeaux à l'époque de la Révolution. Les Juifs de Bordeaux sont une infime minorité par rapport aux Juifs d'Alsace et de Lorraine, comme les Juifs de Paris qui sont à peine 500, et les Juifs de Bordeaux qui sont des Juifs séfarades étaient déjà émancipés en 1787. Ils n'ont pas attendu l'émancipation de 91, donc émancipés sous l'Ancien Régime. Et globalement, ils ne se sont pas du tout montrés solidaires des Juifs d'Alsace et de Lorraine. C'était une communauté à part qui s'est voulue à part jusqu'au bout. Bon. Alors ensuite, il y a beaucoup de questions qui portent sur oui, le camp de Bedeau. Le camp de Bedeau, bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un camp d'internement en Algérie où un certain nombre de républicains espagnols, de communistes, mais aussi de juifs ont été internés à Bedeau. Et c'est un camp de travail extrêmement dur, extrêmement violent. Alors j'en arrive aux questions qui portent très largement sur Vichy et aussi sur l'actualité. Sur Vichy d'abord, l'actualité ensuite. Sur Vichy, la controverse selon laquelle Pétain aurait sauvé les Juifs français et d'une certaine façon aurait laissé sacrifier les Juifs étrangers pour mieux sauver les Juifs français, cette controverse ne tient pas la route. Mais je m'explique. Est-ce que Pétain lui-même aurait imaginé, souhaité une déportation, une extermination? Certainement pas. Pétain relève du vieil antisémitisme français qui vise à mettre les Juifs à l'écart, à ne pas leur accorder les mêmes droits que ceux de tous les autres citoyens, et ça s'arrête là. C'est un antisémitisme d'État, de ségrégation. Bon, ça n'est pas un antisémitisme exterminateur. L'antisémitisme allemand, depuis longtemps, avant Hitler et a fortiori avec le nazisme, est un antisémitisme exterminateur. Donc, on a affaire à deux traditions antisémites très différentes, et même avant le nazisme, quand on compare l'antisémitisme français du 19e siècle et l'antisémitisme allemand de la même époque, on n'a pas du tout les mêmes paramètres, ce n'est pas du tout les mêmes paradigmes non plus, ce n'est pas le même modèle intellectuel. Vous avez un fantasme exterminateur dans l'antisémitisme français qui est réel, qui existe, il suffit de voir ce qu'on appelle le monument Henri dans l'affaire Dreyfus, mais c'est ténu, c'est léger, ça n'est pas massif. Dans l'antisémitisme allemand, en revanche, c'est un fantasme qui revient régulièrement. Alors, est-ce que pour autant, Pétain a protégé les Juifs français? Non. Pétain n'a pas protégé les Juifs français simplement parce que, d'abord, il est animé lui-même d'un antisémitisme virulent, violent. Il faut savoir, par exemple, qu'il était l'un des premiers abonnés à l'Action française, au journal L'Action française en 1900. Ça n'a jamais été un maréchal républicain, contrairement à ce que les républicains ont cru naïvement durant les années 30. C'était un homme qui avait des obsessions d'extrême droite. Simplement, il a toujours été assez habile pour les masquer et pour continuer sa carrière militaire dans un gouvernement républicain, et il y a réussi. Et lorsque la persécution commence, je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens pas, tout un pan de la persécution qui va faciliter la persécution allemande est mis en place par Vichy sans demande allemande. Les deux statuts des Juifs, l'abrogation du décret Crémieux, le commissariat général aux questions juives, la spoliation des biens juifs, les numerus clausus pour les étudiants, la réglementation d'un certain nombre de professions. Tout ça, c'est Vichy. Et tout ça, ça s'attaque aux Juifs français. Bon. En revanche, l'étoile jaune est une mesure allemande. L'étoile jaune est portée en zone nord, mais Vichy a refusé de la faire porter aux Juifs en zone sud. C'est important aussi à noter. Pour autant, a-t-il aidé les Juifs français en sacrifiant les Juifs étrangers? Non. Il n'a pas levé le petit doigt. Ça ne signifie pas qu'il a souhaité leur déportation, mais il n'a rien fait pour l'empêcher. C'est ça qui est important. Et quand il peut donner l'impression qu'il s'y oppose, c'est parce que deux facteurs entrent en jeu. Le premier facteur, c'est parce qu'on est en 43-44 et qu'on sent la défaite allemande imminente, et donc on préserve l'avenir. Premier point. Et le deuxième point, c'est lorsque Vichy peut éventuellement s'opposer à certaines déportations, ça n'est pas les Juifs qu'il défend, c'est son autonomie en tant que gouvernement de Vichy. Il défend l'ombre d'un pouvoir, et c'est pour cela qu'il a signé l'armistice du 22 juin 40 pour garder l'autonomie sur les affaires françaises, et cette autonomie a été progressivement rognée par l'occupant allemand jusqu'à en faire une ombre, une caricature d'autonomie. Et constamment, ce que va faire Vichy, c'est essayer d'assurer son pouvoir, d'affirmer son autonomie,
Et d'où l'accord du 2 juillet 1942 entre les trois nazis de la solution finale en France et René Bousquet. Et donc, à chaque fois que Vichy va donner l'impression de protéger les Juifs français, c'est d'abord la protection de sa propre autonomie administrative qu'il va mettre en avant. Donc, sur cette histoire, sur ce mythe, en fait, récurrent, qui est très ancien, c'est Robert Aron, 1954, histoire de Vichy, ce mythe récurrent selon lequel le maréchal Pétain et Vichy auraient été un bouclier qui aurait aidé les Juifs français, ça ne tient pas la route. Je voudrais vous donner un dernier exemple, c'est qu'un grand nombre de Juifs français, de vieille souche, comme on dit, ou très titrés, très diplômés, par exemple, ont écrit au maréchal. Et certains d'entre eux étaient liés au maréchal avant la guerre et fréquentaient sa table, par exemple, avaient été invités à déjeuner ou à dîner. Donc, ils le connaissaient personnellement. Je pense ici à Heilbronner, qui était le président du consistoire en 1941, juif alsacien de très vieille souche. Il a écrit au maréchal à plusieurs reprises, n'a jamais reçu de réponse, lui comme les autres. Bon. Je passe aux autres questions sur la lutte contre l'antisémitisme, la justice française face à l'antisémitisme et quel espoir aujourd'hui en France. Je crois profondément qu'il n'y a pas de lutte contre l'antisémitisme séparée d'un combat plus global en France aujourd'hui pour redresser la situation qui ne concerne pas que les Juifs. Chacun sait que la nation française est en train de se déliter. On parle d'un naufrage français, d'un désastre français, certains parlent d'un malheur français. Ça ne concerne pas que les Juifs. C'est vrai que les Juifs sont en première ligne, d'ailleurs ils partent. Bon. Mais un grand nombre de Français ont un véritable chagrin de voir leur pays devenir ce qu'il est en train de devenir. C'est tout à fait juste. Donc le combat contre l'antisémitisme fait partie du combat général d'un sursaut français qu'on peut attendre, qu'on peut espérer, qu'on peut appeler de ses voeux, qui n'est pas encore là, qui n'est pas au rendez-vous. Et il n'y aura pas de lutte contre l'antisémitisme s'il n'y a pas un sursaut général contre ce qui est en train de ressembler à une déliquescence du tissu social français, de tous les côtés. Ça, c'est le premier point. On ne peut pas séparer le combat de l'antisémitisme des autres combats. Le deuxième point, est-ce que la laïcité est un outil? Non, la laïcité, c'est un trompe-l'œil. En réalité, il y a un très grand nombre de mesures qui, aujourd'hui, portent atteinte à la nation française, à la société française, à la civilisation française, qui n'ont rien à voir avec la laïcité. Je vais prendre un exemple simple. C'est l'égalité entre les filles et les garçons. Le voile est une illustration de cette égalité, bien sûr. Chacun sait quel est le sens profond du voile concernant la femme. C'est un sens de domination et de soumission. N'importe quel enfant peut le comprendre et tout le monde sait, quand on ne veut pas être malhonnête et de mauvaise foi, que c'est ça le sens qu'il a profondément en terre d'islam. Bon, la femme est une condition de sujette, une condition dominée. Ce n'est pas la seule d'ailleurs. Le juif a toujours une condition dominée en terre d'islam aussi. Bon. Eh bien, l'égalité entre la fille et le garçon, l'homme et la femme, ça n'a rien à voir avec la laïcité, ça. Strictement rien à voir. Bon. Et donc, se cacher constamment derrière la laïcité, c'est ne pas voir qu'en réalité, nous sommes face à un problème de civilisation. Qu'une autre civilisation est en train de vouloir nous imposer ses normes et ses mœurs, et que nous n'en voulons pas sur le fond. Mais qu'une grande partie encore de la classe politique française, dirigeante et médiatique, n'a pas le courage d'affronter le problème en face, de prendre le taureau par les cornes et de répondre au conflit ou à la guerre qui lui a été déclarée. C'est pourquoi, encore une fois, la laïcité est très importante, c'est vrai, mais se cacher constamment derrière ce mot-là, ça signifie qu'on n'est pas encore prêt à avoir le minimum de courage nécessaire pour remporter cette lutte, qui est une lutte vitale aujourd'hui pour le peuple français. Et pas seulement pour les Juifs, j'insiste là-dessus. Donc la solution, si solution il y a, elle sera globale. Alors, quelqu'un m'a demandé, est-ce que la lutte contre l'antisémitisme ne sont pas des moulins à vent? Non, pas forcément des moulins à vent, mais ça dépend de quelle lutte on parle. Si on pense que renforcer l'enseignement de l'histoire de la Shoah dans les lycées et les collèges, ça va faire reculer l'antisémitisme, on est dans la niaiserie pure et simple, on est dans la bêtise, là, carrément. Ça n'a rien fait reculer du tout. Je donne cet exemple, et je le donne d'autant mieux que j'étais longtemps responsable des formations mémorielles de la Shoah, c'est que nous sommes probablement en Europe, en France, le pays qui enseigne le mieux la Shoah dans ses écoles, ses collèges et ses lycées. L'effort qui a été fait dans ce domaine par l'éducation nationale et par les professeurs est indéniable. Bon. Et nous sommes aujourd'hui en Europe le pays où l'antisémitisme s'est développé le plus vite, le plus fort et a frappé le plus violemment. Cherchez l'erreur.
c'est qu'il n'y a pas de lien entre les deux, tout simplement. Et à l'époque, déjà, où nous, avec certains de nos camarades, nous écrivions Les territoires perdus de la République, en 2002, il y a 18 ans de cela, où nous dénoncions l'antisémitisme au milieu scolaire, eh bien, Mohamed Merah, les frères Kouachi, ou le tueur du musée juif de Bruxelles, ils étaient au collège ou ils étaient à l'école primaire et ils ont donc bénéficié de cet enseignement. Qu'est-ce que ça a changé sur le fond? Rien. Bon. Donc, il faut trouver les bons outils pour lutter contre l'antisémitisme. Mais si outils il y a, bien sûr, ça passe par l'éducation, par tout ce qu'on peut faire en matière médiatique et en matière scolaire, bien sûr, mais pas seulement. Ça passe aussi par la loi. Il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur pour tout ce qui touche à l'antisémitisme, pour le moindre dérapage, y compris dérapage verbal, pour les moindres paroles de rap antisémite. Il faut frapper et frapper fort pour faire comprendre à tous les autres qu'aucune parole antisémite ne sera tolérée. Tant que la justice aura peur, tant qu'elle ne verra pas malice dans telle parole de rap ou dans tel geste, je parlais du rabbin Sarfati tout à l'heure, on n'avancera pas dans ce domaine. Autrement dit, tant que le courage ne sera pas au rendez-vous, il n'y aura aucun espoir pour les Juifs en France. Aucun. Bon. Et j'ai d'une certaine façon répondu en disant ça à la question de la justice française face à l'antisémitisme. La justice, elle est à l'image du pays, même si les magistrats ne représentent pas vraiment toute la société française, loin de là. Ils représentent une couche privilégiée de la société française. Donc, on attend que les parquets poursuivent réellement et aillent jusqu'au bout des poursuites, et que les peines soient à la hauteur des délits constatés. Voilà ce que je peux dire très rapidement là-dessus. Merci beaucoup. Il y avait une question pour le docteur Aliwa. Bonjour. La question qui m'est posée, c'est est-ce qu'il y a encore de l'antisémitisme dans le milieu médical et en particulier dans les institutions ordinales ou syndicales? Concernant la situation des Juifs en France, dans le milieu médical n'a jamais été aussi bonne, c'est-à-dire il n'y a jamais eu autant de médecins juifs en France et la proportion de médecins juifs dépasse largement celle de la proportion de Juifs dans la population française. Donc, si on peut dire que dans les conseils ordinaux, non, il n'y a plus d'antisémitisme comme on pouvait y avoir il y a quelques années. Concernant les syndicats, je dirais seulement qu'il y a une indifférence. Le meilleur exemple, 3 affaires. Des médecins juifs ont eu leurs plaques vandalisées avec où il était marqué « salle juif ». Une petite étudiante en médecine à la faculté de médecine de Bobigny a été victime d'actes antisémites et a été témoin d'actes antisémites, c'est-à-dire il y avait une sorte de baptême, de bizutage sur le thème d'Auschwitz. On aurait pu penser que les étudiants allaient être expulsés des études de médecine, hein, c'est-à-dire c'était des étudiants de 2e année. On aurait pu penser qu'ils allaient avoir un blâme, ou on aurait pu penser qu'ils allaient avoir... En fait, les peines ont été ridicules. Et la seule sanction qui a été réalisée, c'est que l'étudiante juive a été en fait transférée de la faculté de médecine de Bobigny à une autre faculté. Si ça, ce n'est pas de l'indifférence, en tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé que la réaction des syndicats médicaux, qui sont toujours très virulents quand il s'agit d'une agression d'un médecin, d'un problème très particulier, ont eu un énorme silence sur beaucoup d'actes antisémites. Voilà. Je trouve que c'est un peu... alors qu'eux, ils s'expriment beaucoup plus fréquemment, mais ça... C'est à l'image de la société française. Beaucoup d'actes antisémites n'ont pas eu les échos et les réactions qu'on a voulu avoir pendant des années. Hein. Souvenons-nous, beaucoup d'affaires sont passées un petit peu inaperçues. On a la même chose dans le milieu médical. Voilà, je ne dis pas que c'est de l'antisémitisme, c'est une indifférence malheureuse qui fait de la peine. Voilà. On m'a posé la question, j'ai vu, concernant Étienne Bernard et Jean Bernard. Bien sûr, en fait Jean Bernard n'était pas de la famille de Tristan Bernard. Il était probablement une famille un petit peu éloignée. Sa maman s'appelait Paraf. Il était juif, mais il n'y a pas de rapport entre lui et Tristan Bernard. Voilà. Et les autres questions concernant ce que je crois qui est très important, c'est que Georges Bensoussan l'a bien expliqué.
Et je le dis souvent, quand j'arrive à Belgrade, je ne fais jamais la différence entre un Serbe et un Croate. En revanche, un Serbe est capable de reconnaître un Croate et un Croate est capable de reconnaître un Serbe. Donc, finalement, quand vous avez des Juifs qui continuent à exercer la médecine, quand il y a dans un petit village comme Jarnac, au fin fond de la campagne française, une famille juive, la famille Metzler, pour que les autorités allemandes envoient un camion chercher cette famille à 35 km de Cognac, ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a dénoncé cette famille. Voilà. Donc, je ne dis pas que les Allemands… ce qui est important, c'est de bien rappeler que, bien entendu, l'ensemble de la population a été exemplaire, ou en tout cas parfois indifférente, mais en tout cas, s'il y a eu des arrestations, bien entendu, un soldat allemand, est-ce qu'il arrive à faire la différence entre un juif et un non-juif? Non. En revanche, un Français était capable de reconnaître un accent juif polonais, était capable de voir si la personne était juive. Voilà, en dehors de ça. Merci beaucoup. Dernière question pour M. Bensoussan. Est-ce que défendre la France de l'antisémitisme qui la mine n'est pas finalement cultiver le jardin du voisin? Ne vaudrait-il pas mieux aujourd'hui se concentrer sur la lutte anti-sioniste, anti-Israël et ainsi cultiver son propre jardin? Je vous réponds tout de suite. Là. Mais combattre l'antisionisme en France, c'est combattre l'antisémitisme. Parce que l'antisémitisme aujourd'hui, d'abord, il ne s'avance plus du tout sous le visage des années 30, il ne s'avance plus du tout sous le visage de la race. Plus personne ne vous dira, enfin, en tout cas dans le discours journalistique ou autre, plus personne ne vous dira les Juifs, c'est sale race. Bon. Au contraire, on vous dira les Juifs sont racistes. On a complètement inversé le discours. Bon. C'est-à-dire que l'antijudaïsme aujourd'hui s'avance sous les traits de l'antiracisme, d'une part, et il s'avance sous les traits de l'antisionisme, d'autre part. Donc, combattre l'antisionisme en France aujourd'hui, c'est un combat essentiel. Pourquoi? Non seulement parce que l'antisionisme est évidemment la forme la plus moderne de l'antisémitisme, et parce que c'est un antisémitisme qui n'ose plus s'avouer tel depuis Auschwitz, mais aussi parce que l'État d'Israël représente le signe juif par excellence. Ça n'était pas vrai en 1949. À la fondation d'Israël, 5% seulement des Juifs du monde vivaient dans l'État juif. Aujourd'hui, on en est à 52%. Dans 20 ans, dans 30 ans environ, l'État d'Israël représentera la majorité du peuple juif dans le monde. Donc, le signe juif par excellence aujourd'hui, c'est l'État d'Israël. Donc, l'antisionisme, c'est le poison mortel. Pourquoi mortel? Parce que c'est le chemin qui accoutume les esprits un peu partout dans le monde à l'idée que cet État est en trop sur la terre. Et ça, c'est mortifère, c'est extrêmement dangereux parce que ça accoutumera les esprits demain, s'il y avait un conflit majeur au Proche-Orient, à l'idée que cet État est un obstacle à la paix mondiale et que peut-être sa disparition pourrait faciliter la paix entre les hommes. Et c'est pourquoi l'antisionisme est un combat majeur à mener en France comme ailleurs. Merci beaucoup. On finit. On remercie Midreshet Yehuda, M. Bensoussan, M. Fermont, M. Aliwa, et également l'INMOD, Manitou Libreux, France Israël, Hadassah France et AMIF. J'envoie maintenant tout de suite un lien par chat où vous pouvez retrouver l'enregistrement de cette vidéo et également suivre toutes les conférences de Midreshet Yehuda. Merci à vous tous. Merci. Voilà, on finit en musique. Ceux qui arrivent à rentrer dans le lien pour s'inscrire recevront d'autres événements de Midreshet Yehuda. Demain, soirée spéciale Covid-19 avec le docteur Rina Irène Fermont et d'autres événements à venir. Inscrivez-vous sur le lien ou écrivez votre mail ici dans le chat et vous retrouverez toutes les informations de Midreshet Yehuda. Voilà, on finit en musique. Ceux qui connaissent, c'est Avishai Cohen, l'animateur. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.